Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet, boum, pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui est un grand jour, encore une fois, quel plaisir j'ai de recevoir mon ami Antoine de 130 livres est avec moi. Salut Antoine. Salut les pirates! Salut Antoine. Alors, Antoine de 130 livres, on peut noter l'effort du décor. Voilà, maintenant Antoine a son décor quand il vient dans la piraterie de la boxe, ça pète, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais n'oubliez pas d'aller suivre ce blog euh, 130 livres si vous aimez la littérature, si vous aimez la boxe, si vous aimez les grands textes pugilistiques. Il n'y a qu'une place dans le monde francophone, ça s'appelle 130 livres et vous le savez très bien. Voilà, alors, Pirate, Antoine, je suis extrêmement heureux que tu sois avec moi aujourd'hui pour une vidéo qui me tient énormément à cœur et je suis vraiment content que tu sois là. Pour faire un portrait de carrière, nous sommes dans nos discussions Hall of Fame ensemble, on en a déjà fait plusieurs ensemble et à chaque fois c'est un plaisir pour les pirates. Mais aujourd'hui, on se devait de parler d'une légende absolue de la boxe qui, je pense, est une légende qui n'a pas traversé l'Atlantique au moment de sa carrière et après, plus tard, et qui est une légende finalement, même chez les bons amateurs de boxe en France, une légende assez peu connue, méconnue, trop méconnue, mais c'est l'étoile filante de la boxe. C'est quelque chose enfin c'est quelqu'un de magnifique, d'incroyable, qui a tellement apporté à l'art pugilistique. Aujourd'hui, nous allons parler de Salvador Sanchez, Antoine, et que tu connais toujours ma première question. Comment a été ta découverte de Salvador Sanchez? Alors là, avec Sanchez, on tape dans les boxeurs un peu de l'ancienne école, c'est-à-dire là pour le coup, je peux pas dire que je l'ai connu de son vivant. Lui, je l'ai découvert après coup, en me renseignant sur la boxe, quand je suis devenu fan, en allant chercher sur YouTube, en apprenant quoi. Mais je peux pas dire, contrairement même aux anciens, Hagler et Léonard derrière moi ou ce genre de type. Là, Sanchez, j'avoue, c'est venu plus tard. Et c'est venu plus tard parce que, à l'origine, tu connais ma passion pour les boxeurs portoricains. Je me suis renseigné sur les grands duels entre Mexique et Porto Rico. Parce que les méchants dans les duels Mexique-Porto Rico, pour moi, c'était les Mexicains. Tout à fait. Et évidemment, un des acteurs importants de ces duels-là, c'était Salva Sanchez. En particulier son combat contre Gomez, dont on va parler tout à l'heure. Voilà, Et tout à fait. ma première expérience de Salvador Sanchez, c'est ce combat. Voilà, c'est être tombé sur YouTube là-dessus et m'être dit ah oui quand même. Voilà. Voilà, donc ça arrive. T'estimerais que par rapport à ta passion boxe, t'estimerais que ça arrive dans quel chapitre de ta passion boxe? Après plusieurs décennies déjà? Ouais, j'avais facile 30 ans hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce type de profil, oui, clairement, clairement. Et c'est vrai que c'est pas un nom qu'on cite. Alors, bon, on va pas refaire tous les deux tout l'historique des médias sportifs en France, de leur couverture de la boxe, etc., etc. Mais c'est sûr que pour entendre parler de Salvador Sanchez, il faut se débrouiller. Hein, on va Faut pas se se lever tôt, mentir. ouais. Voilà, hein, c'est à nous de faire l'effort parce que c'est pas sur les médias traditionnels d'ici qu'on entendra parler. Ouais, Voilà. Donc c'est tout à fait. or effectivement. Malgré nos efforts, et je te rejoins aussi parce que bon, on est à peu près la même génération. Ouais, on est de la même génération totalement. Voilà, on a un parcours de passionné qui est à peu près similaire. Et moi aussi, je dois bien te dire, même si assez rapidement dans ma passion de boxe, j'ai commencé à me plonger dans les histoires de boxe, j'ai commencé à essayer de décortiquer des noms de boxe qui étaient peut-être pas mis en avant à l'époque, qui ne faisaient pas l'actualité. Je me souviens assez jeune à être, comme on dit au Canada, être tombé en amour avec par exemple un Archimour ou Jersey Joe Walcott, des choses comme ça. Mais effectivement, ce qui est bien avec la passion qu'on a, c'est une passion qui est tellement vaste, à l'histoire tellement imposante et qu'on peut continuer de creuser toute notre vie. On fera des découvertes. On fera des découvertes toute notre vie. Mais
des découvertes qui sont finalement des légendes absolues dans le monde de la boxe. C'est ça un petit peu le paradoxe, c'est qu'on fait une découverte d'une légende absolue. Et moi, ça arrive très tard, et je pense que ça arrive plus tard que toi, je dois bien l'avouer. Le Salvador Sanchez, c'était un nom, mais tu sais, ça n'évoquait que ce n'était qu'un nom. Je te dirais même que pendant très très longtemps, je mettais même pas un visage sur le nom, tu vois. Et puis, c'était la rencontre de différents entraîneurs, notamment avec Roland Moses que vous connaissez sur la page. Et quand vraiment on discutait boxe, on discutait pugilisme profond, et qu'on discutait les modèles à suivre, à analyser, donc il me sortait des noms que là, j'étais confortable, j'étais en confiance, et une sorte de Zab Judah, tout ça. Parfait, je connais parfait. Et puis, Salvador Sanchez. Puis, merde. Et tu te dis, tu es dans la liste de noms que tu connais parfaitement, il y en a un. Oh là, là il y a un manque. Tu vois, là ça a été le signal, là il y a un vrai manque. Et puis aussi, dois-je l'avouer, mais ça a été aussi ma belle rencontre avec toi et aussi notre ami Nicolas de Culture Box, et nos discussions où, encore une fois, Salvador Sanchez est revenu. Et ce phénomène-là, je te dirais, qui a commencé il y a 5 ans de ça et qui a continué aussi avec nos discussions box, ben, c'est ça. Donc c'est peut-être l'un des chapitres légendaires de la boxe qui est, dans ma passion, est arrivé le plus tard chez moi, je dois bien l'avouer. Et quand je vous dis, mes pirates, que c'est un chapitre, enfin, que c'est une figure, devrais-je dire, absolument légendaire, je vous ai décoché, par exemple, une couverture de Ring Magazine, avec évidemment Salvador Sanchez, avec ce visage et cette coiffure, mais vraiment, vraiment iconique. Voilà, Salvador Sanchez. Et donc, on doit maintenant rappeler, Antoine, que Salvador Sanchez, ça va être une étoile filante, puisque on va commencer par le départ, parce que en 1982, Salvador Sanchez, victime d'un horrible accident de voiture, un terrible, extrêmement violent accident de voiture, va décéder très très jeune. Il a quel âge, Antoine, quand il décède? Écoute, si je ne dis pas de bêtises, il est mort à 23 ans. 23 ans. Ce qui, quand même, un gamin, 23 ans, c'est un âge où un boxeur est encore un produit semi-fini. Hein. Tout à fait. Et lui, à 23 ans, il a le temps, et on y reviendra, d'avoir déjà accumulé un palmarès magnifique. Et il est, à cette époque-là, il est devenu célèbre. Il a commencé sa carrière dans un anonymat relatif où on n'a pas trop vu venir ce mec-là. Ouais. Il a eu ses gros combats, il a fait ses preuves. Et en effet, tu peux imaginer que la porte était ouverte, et on le redira, mais pour une carrière de superstar qu'il n'aura pas complètement eu. Voilà, il était au volant de sa Porsche, il avait la vie devant lui. C'était un Mexicain qui était adulé par tout un peuple, et on sait ce que veut dire la boxe là-bas. Oui. Donc c'est aussi pour ça que ça a quelque part, c'est terrible à dire, mais ajouté à sa légende, ce décès tragique. Et c'est pour ça que les Mexicains ont tendance à le mettre très très haut, plus haut que des gars qui ont 2 fois plus de combats pro que lui, tout simplement au nom de ce qu'il aurait pu être, et parce que ils étaient tombés amoureux de lui au moment où il est décédé, quoi. Donc il y a toujours ces discussions, tu sais, ces what if, qui pour lui sont évidemment très très spéciaux, très pertinents, parce que le mec aurait pu aller très 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 loin. Hein. Il avait fait qu'une seule carrière de poids, il restait sur des belles victoires. Objectivement, le ciel était sa limite. Et voilà, et ça va être notre sujet, parce que effectivement le what if le concernant est tellement fort, tellement fort. C'est un des plus gros what if de la boxe, hein. Vraiment, c'est un des plus gros what if de la boxe, et s'il en est, et c'est tellement fort. Et pourquoi il est tellement fort, ce what if? C'est parce que quand même Salvador a réussi dans sa carrière à quand même faire des choses tellement quand même impressionnantes dans une génération, et ça va être l'occasion aussi, Antoine, de parler de sa génération de boxeurs, dans une génération forte, mais encore une fois trop méconnue, que c'est pour ça qu'on se dit, mais c'est tellement fort, ce qu'il a fait en peu de temps, parce que son apogée médiatique, c'est 79-82, c'est 3 ans, c'est une comète, c'est une étoile filante. Absolument. C'est le James Dean de la boxe. Voilà. Tout à fait. Alors, carrière à la mexicaine, ça boxe beaucoup. Alors, il y a une défaite
Alors, malheureusement, tu vois, malgré mes recherches, je n'ai jamais vu les images de sa défaite qui arrive, je crois, à peu près à son 15e ou 16e combat. Tu vois, Ouais. il y a une défaite, son 15e et 16e combat. Mais après, sinon, c'est assez impressionnant. Et pourquoi Salvador Sanchez aussi est aussi légendaire? C'est parce qu'il est toujours rappelé chez tous les boxeurs qui aiment la technique. Parce que Salvador Sanchez, c'est une boxe très particulière et je te dirais pratiquement seul lui arrivait à nous proposer une telle boxe. Oui. Complètement atypique. Voilà, il était grand pour sa catégorie. On est chez les légendaires plumes. Euh, on est sur quelqu'un qui a un counter-puncher incroyable, aussi un bloqueur. Je crois qu'il a fait des avancées techniques sur ce domaine du blocage aussi, des, des overhand incroyables. Et c'est un mec vraiment à étudier. Voilà, il y a une expression, et généralement cette expression, pour mieux l'illustrer, c'est Salvador Sanchez qui l'illustre mieux. Les Anglais disent Where the head goes, the eyes follow. C'est-à-dire, si, quand tu bouges ta tête, les yeux de ton adversaire vont forcément suivre ton mouvement de tête. Et de là, tu crées des ouvertures inconscientes chez ton adversaire. Regardez Salvador Sanchez, c'est un spécialiste de ça. Incroyable spécialiste. Voilà, l'apport technique de Salvador Sanchez est dinguissime. Dinguissime. Et pas facile. Et franchement, pas facile. Extrêmement dur à tenter de refaire. Ouais, à tenter d'imiter. Extrêmement dur à tenter d'imiter. Voilà, donc, dis-moi, Salvador Sanchez, là, dès les années 79, il y a un grand duel avec un grand nom de son époque qui va arriver, et je crois que c'est ça qui va cimenter déjà l'intérêt qu'on a pour lui. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est avec quelqu'un qui était très important aussi à l'époque. C'est lui. Est-ce que tu es d'accord avec Danny Lopez? Little Red Danny Lopez. Il va avoir 2 combats de Salvador Sanchez. Vas-y, Antoine. Ouais. Antoine, tu m'entends? Alors, l'image saute un peu là, juste, je sais pas si tu pourras faire un montage ou etc. L'image saute peut-être un tout petit peu. D'accord, bon, c'est pas grave, c'est ça. Bon. Vas-y. Ouais. Danny Lopez, en fait, tu peux un peu comparer la situation, même si à l'époque même si à l'époque Sanchez est un peu plus vieux, tu peux un peu comparer le premier Lopez contre Sanchez à Wilfred Benitez qui boxe Antonio Cervantes. C'est-à-dire que tu as un jeune talentueux que les gens connaissent pas très bien et qui prend un boxeur confirmé. Danny Lopez, c'est un type que les foules adorent. C'est un vrai guerrier. C'est un gars qui est allé chercher une ceinture en Afrique dans un stade avec 120 000 personnes. C'est un puncher. C'est un type qui va laisser, à l'époque, les combats sont en 15 rounds. C'est un type qui va toujours laisser ses tripes sur la toile. Les gens l'aiment bien. Les gens l'aiment bien, objectivement. Alors, il est né dans le Utah, mais c'est un Californien. Il a un public, il a une fanbase derrière lui. Et objectivement, c'est, voilà, Danny Lopez, t'en as pour ton argent. Et c'est un vétéran, il a une grosse quarantaine de combats pro derrière lui. Objectivement, il est favori. Il a ça de commun avec Cervantes quand il boxe Benitez. Il est favori. Et ce petit jeune Sanchez, il manque un peu de référence. Il a déjà été battu, il a fait un match nul. Bon, objectivement, ça se joue sur le sol américain et Sanchez n'est pas là pour gagner. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire remarquer tout de suite, c'est ça. Et ce combat, c'est véritablement une démonstration. Sanchez a 20 ans ou 21 ans à ce moment-là. C'est une démonstration de maturité, un peu comme Benitez contre Cervantes là encore. C'est-à-dire qu'on voit, in fine, un jeune qui domine techniquement un boxeur expérimenté, qui l'emmène exactement là où il veut, et qui en plus ajoute, parce que c'est Sanchez, une espèce de panache. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as fait remarquer, Sanchez n'est pas un boxeur mexicain classique. C'est plutôt un contreur. Il sait tout faire sur un ring. Il est en permanence léger sur ses appuis. Il a les pieds toujours en mouvement. C'est un truc assez admirable. Quand tu l'observes, c'est aussi là que ça tranche avec le boxeur mexicain classique. Il est toujours, ça participe, tu vois, de ce que tu as dit sur... Mais voilà, il garde toujours son adversaire en train de réfléchir, en train d'essayer de deviner ce qui va se passer, parce qu'il est toujours en train de bouger sur ses appuis. Et ça manque pas Lopez,
qui est plutôt un type qui avance comme un train, il est perturbé. C'était plutôt lui, le boxeur qui est à la mexicain. fois- T'as raison, c'est plutôt Lopez qui est dans la caricature du boxeur mexicain. Oui, complètement, complètement. Le stéréotype, c'est Lopez. Ouais. Et Sanchez, il se régale. Il se régale, alors il est en plus. Donc à la fois, il est super léger sur ses appuis, et puis il a de très bonnes esquives du buste. Quand il s'agit Gestion de la distance. Quand il se retrouve vraiment dans le 1 contre 1, quand il se retrouve coincé, quand il se retrouve dans l'obligation d'échanger, il a le buste hyper mobile. Et t'ajoutes à ça quand même, et on le voit dès son premier combat contre Lopez, ce qui est marrant, c'est que tu te dis, quand tu vois sa tête, mais le mec est pas fait pour la boxe, parce qu'il a un gros menton. Alors c'est une putain de cible, un gros menton. Mais objectivement, il a une espèce de galoche. Et en fait, il tient. C'est-à-dire que quand il doit encaisser, objectivement, alors, il est allé au tapis, je crois, un combat où il fait match nul en début de carrière, il va au tapis une fois, mais sinon, c'est un type objectivement très solide. Et quand il encaisse, quand il doit encaisser, il le fait très bien. Et donc, alors, non pas que ce soit une affaire facile, mais il domine Lopez et il l'arrête sur la fin. Sanchez, Lopez, il domine le combat et il gagne par arrêt de l'arbitre sur la fin. Et objectivement, Danny Lopez, à la fin, il est cuit, il est cramé, il va finir au Hall of Fame, mais il en a eu plus que pour son argent. Et le mec qu'il était censé battre, l'a surclassé. Tu vois comment il rentre dans son coin là, quand l'arbitre arrête, il négocie rien. Enfin, je veux dire, il dit rien. Il est soulagé. Hein. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Ouais. Objectivement. Et ce qui est assez, ce qui est assez valeureux de sa part, c'est qu'il quand même, il y aura une revanche, il y aura un deuxième combat qui lui va se passer. C'est le deuxième combat qui se passe à Las Vegas. Si je te dis pas de bêtises, le premier doit être à Phoenix et le deuxième est à Vegas. Voilà. C'est la première fois que Sanchez est à Vegas. Exact, voilà. Dans le pavillon du Caesars Palace. Et c'est ce lieu légendaire de boxe qui malheureusement n'existe plus. Ce pavillon, non pas l'aréna en dehors, extérieur du Caesars, mais le pavillon du Caesars va être un lieu très important dans la carrière de Salvador Sanchez. Et j'ai envie de dire quand même, Salvador Sanchez va contribuer à le rendre légendaire, ce lieu. Et donc, deuxième combat avec Danny Lopez. Voilà, alors tout de suite, ça allait être la conclusion de ce que je voulais dire sur Salvador Sanchez, mais on va tout de suite en parler. Parce qu'il fait 2 combats qui, je pense, solidifient son statut à l'époque contre Danny Lopez. Et, vraiment. Mais Danny Lopez était pour moi à l'image d'une génération, j'en ai parlé dans une libre antenne box il y a quelques semaines de cela, où je vous disais c'était des recherches et des découvertes à faire pour tous les amateurs de boxe. Cette génération des plumes à cette époque-là relevait des noms incroyables que malheureusement Salvador n'aura pas eu l'occasion d'affronter. Voilà, mais ça contribue au what if, parce que c'est une période où il y a aussi, on va le mettre tout de suite, il y a aussi Bobby Chacon. Absolument. Tu es d'accord avec moi? Bobby Chacon est là, et Bobby Chacon fait des combats légendaires. Selon tout spécialiste de boxe, Bobby Chacon, si tu mets un top 50 de tes combats du siècle, t'en as certainement au moins 2 de Bobby Chacon. Hein, franchement. Et puis, donc, on parle un des grands adversaires de Bobby Chacon, c'est aussi Raphaël Limón. On parle des Mexicains, là. Là, tu vois, c'est leur combat entre Limón et Raphaël Bazooka Limón et Bobby Chacon, qui ont fait 4 combats. Le 4e, c'est une dinguerie. C'est un combat légendaire, tu vois. Et donc, absolument. Salvador Sanchez, il arrive, c'est le petit jeune, c'est la comète, c'est le gars technique qui arrive dans cette génération. Danny Lopez, Bobby Chacon, Limón. Et tu te dis, mais attends, est-ce que c'est pas la kryptonite à cette génération de dingues? Tu vois, qui se dit, est-ce qu'il va pas les prendre un par un? Alors malheureusement, l'histoire fera que non, il ne les prendra pas un par un, mais c'est pour recontextualiser le niveau de l'époque des plumes. On est chez les bonhommes, là. Attention, c'est gros niveau dans l'histoire des plumes. Qu'est-ce que t'en penses de ça, Pirate Antoine? La même chose que toi. En poids plume, tu peux rajouter Xavier Pedrosa aussi, un peu après. Tu peux rajouter Rocky Lockridge, qui a boxé aussi en plume. Enfin, vraiment, c'est dense. C'est super dense. Et ce mec, avec les atouts physiques qu'il avait, objectivement, il pouvait n'avoir peur de personne. Après, effectivement, c'était, disons que ça aurait rajouté
un vrai intérêt à la catégorie, sans non plus dire qu'il aurait facilement dominé le dos, hein, parce Non. que bon, on l'a vu sur la fin, no spoilers, mais à la toute fin, il a quand même rencontré des adversaires qui lui en ont fait voir. Enfin bon, c'est un en particulier. Donc en tout cas, ouais, mais c'est aujourd'hui, on mesure peut-être mal. Alors c'était déjà le cas. On sait que les boxeurs un peu plus haut en poids, des poids moyens jusqu'au lourd, ont toujours drainé un peu plus d'attention, en tout cas chez nous. Ouais. Mais chez les plumes à l'époque, en effet, ça carburait. C'était des patrons. C'était extrêmement dense. Ouais, voilà. Donc il est là. On est en 79 et 80. Il solidifie sa réputation à un tel point que quand même. Les mecs font des main events, des soirées de Don King. Pour vous dire que voilà, et que ça intéresse Las Vegas, le Las Vegas des années 80. Donc il est là, Salvador Sanchez. Donc déjà, il y a quelque chose qui est incroyable. Il y a une jeunesse, mais c'est aussi l'image d'une jeunesse d'une époque aussi. Tu vois, qui aurait pu correspondre à nos parents. Alors, je pense que, à part les fans hardcore en France de boxe, je fais un petit coucou à Michel qui se reconnaîtra, qui connaissait, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment connu Salvador Sanchez à l'époque, mais il était à l'image de cette jeunesse-là, de la jeunesse de nos parents. Voilà, et Salvador Sanchez, donc là, c'était essentiel que toi, Antoine, sois là, parce que là, on va en parler longuement. Arrive, je ne sais pas pour toi si arrive ce sommet pour Sanchez, ce moment, j'irais presque christique quand tu vois la fin du combat. C'est ce combat dont seul toi peux bien nous en parler. C'est ce duel Mexico-Porto Rico, peut-être le plus grand duel mexicain-portoricain à voir. Sanchez, Gomez, ça se passe au Caesars Palace, dans le pavillon, je vous en ai parlé. On est en juillet, non, on est en août, 21 août, donc je te raconte pas la chaleur. Je te raconte pas, à mon avis, je te raconte pas dans quelle chaleur ils ont fait ce combat. Mais alors l'ambiance est électrique, à la fois festive, électrique, enfin, il y a le feu, c'est l'ambiance et c'est la folie. Les Portoricains, les Mexicains mettent une folie d'ambiance. Et voilà, ce championnat de WBC, en 81, quelle belle année. Pierre-Antoine, il faut que tu nous en parles parce que ça, c'est Alors, ce qui est bon, tous les ingrédients sont vraiment réunis pour en faire un duel formidable. Bon, déjà, c'est Mexique contre Porto Rico, on va le dire. D'autre part, bon, c'est presque un duel d'invaincus parce que Sanchez a une petite défaite en début de carrière. Il affronte Wilfredo Gomez qui monte des super coques pour venir le défier et Gomez est pour le coup invaincu. C'est deux boxeurs qui sont efficaces, des beaux punchers, donc c'est quand même la garantie. Enfin, ça sent la poudre. On sait très bien qu'il y a très peu de chances pour que le combat aille au bout. Et puis, même si Gomez, à l'époque, parce que c'est un boxeur plus expérimenté, il a plus de références et il s'est déjà illustré, il faut retenir ça historiquement, il a gagné un grand duel Mexique-Porto Rico en battant Carlos Zarate. Donc c'est devenu en quelque sorte un boxeur, un peu l'homme à abattre pour les Mexicains. Les Mexicains ont une blessure d'orgueil. Ils doivent se venger de ce mec-là. Ouais, et lui, il veut faire, voilà, il veut cumuler, il veut aller chercher cette fois-ci un grand champion en plume après avoir triomphé en Supercoque. Zarate était monté l'affronter en Supercoque, si je te dis pas de bêtises. Et donc, Sanchez, il est intéressant parce qu'il est quasi invaincu. Il est moins connu que Gomez et il n'est pas favori. Néanmoins, il a lui-même battu un portoricain de valeur. Il a battu Juan Laporte. Après avoir triomphé de Dani Lopez, une de ses premières défenses, elle est contre Laporte. Et Laporte n'est vraiment pas le premier venu. Laporte, c'est le mec qui illustre ce que tu disais tout à l'heure sur les plumes de l'époque. C'est-à-dire que c'est un gars qui va finir sa carrière en ayant été relativement peu longtemps champion du monde et avec pas mal de défaites. Mais il a boxé que des assassins. Il a boxé une quantité pour bien comprendre la densité des poids plumes de ces années 80, de ce début des années 80. Tu regardes le palmarès de Laporte et t'as tout compris. Ouais. C'est-à-dire que, et j'ajoute que c'est un mec quand même c'est un des types qui aurait pu prétendre à une décision contre Chavez. Quand tu regardes le combat, objectivement, le combat est très très serré. Je ferme la parenthèse. Donc, il bat Laporte, il bat Pat Ford, qui est un Guyanais, qui est un type encore plus grand et longiligne que lui, où d'ailleurs il montre Sanchez qu'il est capable non plus d'être
counter-puncher, mais d'avancer sur son adversaire quand il en a besoin et quand il est dominé en allonge, parce que c'est comme ça qu'il gagne le combat. Et il n'est pas favori contre Gomez, mais évidemment, il a des atouts à faire valoir, et ces atouts-là, tu les vois d'entrée de jeu, parce que le combat est paradoxalement extrêmement intense pendant 8 rounds, et il est déjà joué au premier. Il est joué au premier parce que Gomez, qui est l'homme le plus petit, se jette sur Sanchez. Et comme il le fait, il a un déficit d'allonge, il compte sur son punch, on l'appelle bazooka. Gomez, c'est un des boxeurs qui a un ratio de KO les plus incroyables de son époque, voire de l'histoire de la boxe. Il se jette sur Sanchez et il prend une courte droite en contre, en plein sur le menton, bam, en plein sur le museau. Et quelque part, c'est presque joué. C'est-à-dire que Gomez, pendant les 8 rounds qui vont suivre, va continuer à avancer parce que c'est un putain de guerrier. Il va donner l'occasion à Sanchez de montrer combien il est brillant sur le pied arrière. Mais au fond, le combat est déjà joué. C'est-à-dire que c'est plus qu'une question de temps. Le combat est prévu en 15 rounds. Et puis lui met, on sait que ce sera fini. Il lui met une équation impossible. Sanchez, l'intelligence, c'est qu'il rush pas, mais tu sens qu'il lui met une équation impossible à Gomez entre l'équation de l'allonge de Salvador, qui s'est tellement bien marqué, les angles encore. Alors, en plus, c'est un des... Alors, je me trompe peut-être, mais c'est un des combats où Salvador va... va accepter de prendre alors, c'est bizarre ce que je vais dire, d'être le moins intelligent. C'est-à-dire qu'il va rester assez droit, et il va pas avoir beaucoup de moins de désaxements qu'à l'habitude, parce que qu'est-ce qui désaxe tout le temps, généralement, tu vois. Et puis, parce que je vois aussi Salvador, il dit, t'inquiète pas, bientôt je vais te finir. Et puis, effectivement, comme tu le dis, ça arrive, c'est assez iconique d'ailleurs. Hein, il y a ce short bleu clair de Salvador Sanchez, le short aux couleurs de Porto Rico de Gomez qui tombe en arrière à la renverse. Et puis donc il y a cette victoire, et ça devient iconique, ça devient christique. Parce que t'as Salvador Sanchez avec son look si particulier qui est porté par... Il y a tellement c'est même pas son coin, parce qu'il y a tellement de monde sur le ring, j'ai l'impression qu'il est porté par la foule. Il est les bras en croix. C'est christique cette vision, et c'est un moment, mais c'est d'une intensité. L'ambiance est d'une intensité, c'est incroyable. Alors, est-ce que pour ça, cette intensité que moi j'ai toujours vécu à chaque fois que je revois ce combat, que je ressens plutôt à chaque fois que je vois ce combat, est-ce que à cause de ça, tu dirais que c'est le plus grand duel Mexico-Porto Rico? Ouais, s'il faut en retenir un, il y a plein de combats passionnants, hein, mais si tu dois en retenir un, c'est peut-être celui-là, parce que c'est deux très grands boxeurs, c'est un scénario assez dramatique, un combat très intense, c'est un combat donc quasi d'invaincu, on l'a dit, objectivement, et puis c'est des petites catégories qui sont emblématiques de ces coins-là. Il y a aussi un truc, j'en reviens à Gomez. Gomez, il en a vécu 2-3, des grands duels Mexique-Porto Rico. Il aurait pu mourir sur le ring ce jour-là. La vérité, c'est que l'arbitre l'arrête. Le mec était prêt à y retourner. Il avait la gueule. Enfin, regardez ce combat, les gars, ceux qui l'ont pas vu. Le mec était prêt à y retourner. Et l'arbitre le sauve. Objectivement, il le sauve. Je me demande s'il n'y a pas l'os orbital. Si. Objectivement, il a la gueule en chou-fleur à la fin, et il est prêt à y retourner. Parce qu'il y a une affaire il y a un côté macho, Gomez est invaincu, il veut pas perdre, et puis il y a un côté rivalité aussi entre Mexique et Porto Rico, et le mec, il aurait fallu le finir au fusil ce jour-là. Donc c'est vraiment, c'est une intensité dramatique particulière. Non, c'est assez une folie. Alors, tu connais mieux Gomez que moi. J'ai l'impression, dans mes recherches que j'ai fait au fil du temps, j'ai l'impression que pour lui, c'est justement la mort de Salvador Sanchez est une véritable blessure, parce que il désirait plus que tout une revanche. Est-ce que je me trompe? Je crois qu'à la fois, alors il me semble qu'il voulait une revanche, mais je crois aussi que un petit peu, tu sais, comme chez des anciens adversaires comme Duran et De Jesus, c'est apprécié. Il y a eu, au bout du bout, la haine. Quand tu as vécu des moments d'une telle intensité sur le ring, au bout d'un moment, la haine fait place à une forme de respect. Et si je ne te dis pas de bêtises, quelques jours, Gomez va à l'enterrement de Sanchez, alors qu'il a un combat qui est prévu genre une semaine après. Et il se déplace et il va à l'enterrement de Sanchez.
Il gagnera d'ailleurs le combat en question. Mais il se déplace et il y va parce que il sait très bien que son histoire est indissociable de celle de Salvador Sanchez. Sûrement, il regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu la revanche. Objectivement, vu d'ici, et même si je suis plutôt portoricain dans ma sensibilité, Sanchez aurait gagné la revanche parce que à l'époque, le mec était encore en trajectoire ascendante. Il avait 23 ans, il était encore en trajectoire ascendante, tandis que Gomez avait un peu touché sa limite et puis était naturellement plus petit que Sanchez. Je pense qu'une revanche aurait donné un peu la même chose. Je suis d'accord. Le problème de gabarit et surtout la difficulté technique que proposait Salvador Sanchez, je ne vois pas comment il aurait pu mieux faire. Mais ça, encore, on ne le saura jamais. Et donc, on est déjà dans la deuxième partie de l'année 81. Et il faut vous rendre compte qu'on est simplement à quelques mois de la fin de vie de Salvador Sanchez. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est l'étoile filante de la boxe. C'est indéniable de le dire. Et donc, après cette intensité, ce sommet de boxe, ce sommet sportif qui avait des ramifications plus que sportives, là, il passe encore un cap, Sanchez. Là, le stardom de Sanchez, c'est quelque chose. Dans le monde de la boxe, là, qui faisait l'actualité, là, indéniablement, c'est lui. D'ailleurs, regarde tous les magazines de l'époque, pas que Ring, je vais montrer tout de suite ça à nos pirates. Voilà. Il y avait aussi un boxing, un autre magazine qui existait à l'époque, tu vois. Et on se demande, is he the best? Est-ce qu'il est le meilleur? Là, on se demande, attends, on n'a pas affaire au meilleur? Au pound for pound, le meilleur? Là, les gens, à la sortie de ce combat, regardez, la photo iconique, c'est la question qu'on se pose. On a affaire au meilleur, là. Tu vois, on est dans par rapport à Salvador Sanchez, à ce moment-là, on est dans les mêmes réflexions que vous avez eues quand vous avez regardé Pernell Whitaker, que vous avez eu quand vous regardez Lomachenko. Actuellement, mes pirates. Si vous avez cette réflexion de dire c'est le meilleur pound for pound, that's it, that's all, il n'y a rien à dire, c'était la même sensation que vous avez concernant Salvador Sanchez. Voilà ce qu'il en est. Donc c'est le boxeur de l'époque. C'est le boxeur de l'époque. Le boxeur de l'époque. Et donc, arrive 1982, qui va être finalement sa dernière année. Et là, on va aller sur un deuxième combat de légende. Il aura réussi à partir sur un autre combat de légende. Un combat aussi dont on doit parler parce que il est tellement important pour l'histoire de la boxe. Je vais le mettre tout de suite et tu vas être d'accord avec moi, Pirate Antoine. C'est celui-là. Et ça se passe au Madison Square Garden. On est presque un an plus tard, le 21 juillet 82. Quelques semaines plus tard, Salvador Sanchez va mourir dans l'accident de voiture. C'est son dernier combat en main event du Madison Square Garden. Hein. Ça remplit le Madison. Voilà. Contre une autre légende qui deviendra une légende, qui se fait découvrir ce jour-là, qui prend en plus le combat à 3 semaines, si je ne me trompe pas, de short notice. Alors, c'est un bonhomme aussi. J'adore ce mec. C'est Azuma Nelson, le guerrier africain, un des plus grands boxeurs africains de tous les temps. Salvador Sanchez, Azuma Nelson. Alors, on ne s'y attendait pas à l'époque, parce qu'on ne savait pas jauger qui était Azuma Nelson. Lui aussi, il va tout donner. Il va montrer de quel bois il était fait. Et un combat qui va être certainement plus compliqué que ce que Sanchez prévoyait. Combat légendaire. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Pierre-Antoine? Comme tu l'as dit, en fait, les rôles sont un peu inversés par rapport à ce qui s'est passé très peu de temps avant, c'est-à-dire le premier Lopez contre Sanchez. C'est-à-dire que Nelson, les gens ne le connaissent pas. C'est Sanchez, le champion installé depuis sa victoire sur Gomez. Il est considéré comme étant une star, alors qu'il est encore très jeune, mais il est considéré comme étant une star. Et effectivement, il sait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, il boxe au Madison Square Garden, ce qui est une ambiance particulière, un environnement très connaisseur, avec un public qui peut basculer, qui peut soutenir, qui peut changer d'allégeance très très vite en fonction du spectacle qu'il lui fait. Et d'ailleurs, c'est une soirée où finalement, c'est une soirée qui est censée
et on le voit sur l'affiche, hein, qui est censé préparer la revanche entre Sanchez et Laporte. Cette fois-ci, donc une revanche qui aura lieu au Garden, donc avec la communauté portoricaine de New York. Et donc, bon, Laporte boxe en sous-carte et tout est fait pour préparer un bon gros combat, un nouveau bel épisode de la rivalité Mexique-Porto Rico. Sauf que les choses se passent pas comme ça. Les choses se passent pas comme ça parce que Nelson, alors qu'il y a encore par rapport à au boxeur qui sera ensuite, hein, par rapport à celui qu'on appellera le professeur, Nelson est encore, on va dire, un peu chien fou. Il est sans doute un peu moins posé, un peu plus guerrier que ce quoi on aura l'habitude d'après. Et il va à l'assaut et franchement, il lui met la misère à Sanchez. C'est un combat magnifique. C'est un combat magnifique. Nelson va une ou deux fois au tapis, mais il joue sa chance à fond. À fond. Il y croit. C'est encore des championnats en 15 rounds. On est à la toute fin des championnats en 15 rounds à l'époque. Et objectivement, donc, Sanchez finit le combat. C'est assez dramatique. Nelson n'en peut plus. Il finit le combat. On doit être au 14e ou au 15e round. Enfin, je crois même que c'est au 15e round, si je te dis pas de bêtises. Objectivement, au point, il n'y a rien entre eux. Il y a une épaisseur de papier à cigarette. Je ne sais pas quels sont les pointages des juges, mais objectivement, il y a que deux. Le combat, tu peux le donner aux deux. Si tu arrêtes de pointer à la fin du 14e round, tu peux le donner aux deux, tu peux donner match nul, il n'y a aucun problème. Et Sanchez a ce sursaut, il gère pas, il se dit pas je suis champion, donc finalement, voilà. Non, il fait ce qu'il faut pour finir, et il le finit. Mais objectivement, voilà, autant une revanche contre Laporte, on aurait adoré la voir, autant une revanche contre Nelson, on aurait aussi adoré la voir, parce qu'objectivement, c'est un combat. S'il faut voir un combat de Sanchez, alors dans ces cas-là, regardez plutôt Sanchez-Gomez pour la portée historique du truc, mais l'intérêt pugilistique et le combat vraiment, le nail-biter, le combat extrêmement serré, vous allez le trouver sur Sanchez-Nelson. Ouais, parce qu'il pose des problèmes, il complique la vie à Sanchez, qui est obligé au fil des rounds, notamment, alors peut-être je dis des bêtises, mais je me demande si c'est pas vers le 8e round où il ressort un gros round technique, où il fait que des réajustements, tu sais, où tu vois Sanchez, et tu vois que lui aussi, hein, il était dans la matrice, et ça réajuste à fond pour que c'est les aspects qu'il savait bien faire, il arrive à un peu en négocier, parce que Nelson, il l'a tellement bousculé au début qu'il a mis du temps, Sanchez, à se reposer dans le combat et tout ça. Et la fin, c'est une fin de champion, comme tu le dis. C'est une fin. Et ça, c'est une mentalité qui malheureusement, alors c'est un peu dur à dire quand même, mais qui malheureusement manque un peu, je trouve, en ce moment, dans l'époque moderne, de champions qui ont eux aussi sentent le vent derrière le cou, le vent de la défaite derrière le cou, et qui se disent on va pas entendre le son de la dernière cloche. Et ça manque énormément. Sanchez, il faisait partie de ces gens-là. Et donc voilà, il finit, et finalement, sa carrière s'arrêtera donc sur ce combat de légende. Et donc Salvador Sanchez disparaîtra. Et à partir de là, et je pense un petit peu aussi, il y a eu un revival Salvador Sanchez depuis quelques années maintenant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est donc une figure absolument légendaire des grands boxeurs, quoi. Quand tu parles de très 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 grands boxeurs, c'est lui, et ça sera l'éternel jeune boxeur, voilà, iconique. Alors c'est une icône finalement qui a longtemps, mais les choses sont en train de changer. J'espère que la vidéo va y contribuer aussi, qui est longtemps une icône méconnue en France, et il faut absolument que vous penchiez sur Salvador Sanchez. Est-ce que tu aimerais, Pirate Antoine, rajouter quelque chose sur le phénomène Sanchez par rapport à notre passion boxe? Il faut retenir, à mon avis, deux choses sur lui. C'est qu'il est à la fois, historiquement, quand on regarde ce qu'il a accompli en carrière, il est à la fois un des 4 ou 5 grands mythes de la boxe mexicaine, en gros, c'est-à-dire que peut-être que Canelo atteindra un jour ce stade-là, mais aujourd'hui, il y a Chavez, il y a Ruben Olivares, ce genre de type. Sanchez fait partie des boxeurs iconiques, des boxeurs révérés, respectés au Mexique, en dépit de sa carrière très courte. Et par ailleurs, il est aussi dans les 4-5 plus grands poids-plumes de l'histoire.
Tu prends Willy Pep, tu prends Sandy Sadler, qui sont des cas un peu particuliers, on va dire, de la boxe, qui ont combattu plus d'une centaine de fois, etc., etc. Bon, ok. Il est dans ce voisinage-là. Objectivement, quand tu prends les poids plumes, il fait partie de cette, voilà, il fait partie de cette, il a cette aura. Et objectivement, c'est pas rien, parce qu'une fois de plus, on parle d'un type qui est mort à 23 ans, et il a eu le temps, quand tu comptes 2 victoires sur Danny Lopez, quand tu rajoutes une victoire sur la portée, quand tu rajoutes Azuma Nelson, c'est suffisamment costaud pour le mettre dans ce voisinage-là. Ouais, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Est-ce que tu ne crois pas que justement l'épopée Julio César Chavez 80-90 a un peu étouffé la légende de Salvador Sanchez, et depuis que Chavez ne boxe plus et que lui aussi sa légende s'est un peu atténuée, qu'on regarde différemment la légende, que Salvador Sanchez justement est revenu et qu'on a une autre vision aussi de lui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, ce qui est sûr, si tu veux, c'est que en gros, Sanchez décède juste avant, par exemple, que la boxe d'outre-Atlantique débarque avec tambour et trompette de notre côté. Hein, c'est-à-dire l'époque dorée de Canal+, l'époque des grandes soirées, etc., etc. Ben, Sanchez est mort en fait juste avant ça. Donc déjà nous, on a un peu échappé à ça. Autant Chavez, on l'a eu le mythe Chavez, on l'a pris pleine poire, on l'a pris pleine face. C'est son mythe, c'est aussi construit par chez nous. Autant Sanchez, il est mort juste avant. Donc en effet, c'est après bon, Chavez a une chose et pour le coup, il a un avantage historique sur Sanchez, c'est que lui aura construit sa légende sur plusieurs catégories de poids, tandis que Sanchez restera. Alors, il a combattu en poids coq un peu plus tôt dans sa carrière, mais il n'a été champion du monde que des plumes. Donc, il ne pourra être jugé qu'à cette aune-là, et on ne sait pas ce qu'il aurait donné derrière s'il était monté à 130 livres, en poids léger ensuite, etc. On ne sait pas. Je pense qu'il avait les atouts pour réussir dans les catégories de poids supérieurs, au moins jusqu'au poids léger, j'en suis à peu près certain, mais ça reste évidemment très hypothétique. On ne peut juger que de ce qui s'est fait. Tout à fait. Mais en tout cas, légende, tout le monde doit se repencher sur le cas, sur l'étoile filante, sur la comète. Salvador Sanchez, garanti, vous allez beaucoup en apprendre et vous allez beaucoup apprécier mes pirates. Pirate Antoine, merci encore d'avoir été avec moi, de m'avoir soutenu dans ce portrait Hall of Fame sur la chaîne. C'est toujours un plaisir. Pirate Antoine, bien sûr, on te rejoint sur le site, le blog 130 livres. Et puis de toute façon, on se rejoint bientôt pour une autre vidéo. Pour sûr, porte-toi bien, Pirate Antoine. Mes pirates, portez-vous bien. On se rejoint bientôt pour d'autres aventures box. Et boum!